Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Et en ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits de la femme, je vous propose de voir une table ronde organisée au Sénat sur l'engagement des femmes d'outre-mer dans l'économie. Ces femmes sont notamment victimes du chômage dans ces territoires. Pour vous donner un chiffre, sur l'île de la Réunion, 57% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont sans emploi. Et pourtant, ces femmes d'outre-mer jouent un rôle important dans le tissu économique local et les sénateurs ont voulu mettre en valeur ce rôle lors de cette table ronde. Je vous laisse l'écouter. Monsieur le Président du Sénat, votre présence ici témoigne du fort attachement que vous avez à l'égard des Outre-mer. Pour nous, vos collègues, la démonstration n'est plus à faire, mais je tenais à le dire devant cette assistance. Merci de votre présence. Madame, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Annick Billon, Monsieur le Président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, cher Michel, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames, vous qui venez révéler les talents de nos territoires, chers amis, il me revient aujourd'hui d'introduire la première de nos 3 tables rondes et j'en suis sincèrement honoré. Comme l'a évoqué le président Magra dans son propos liminaire, les femmes sont au centre de l'organisation sociale de Mayotte et leur rôle a été déterminant pour son ancrage dans la République française. Sur le mode de l'audace, de l'astuce, pour contourner les interdictions et les dérives de la violence, les chatouilleuses ont été de redoutables combattantes qui ont su, dans un registre pour le moins original, endiguer la spoliation foncière et politique et préserver le destin de leur île. Je présume que vous connaissez toutes et tous cet extraordinaire épisode de l'histoire de Mayotte, à la fin des années 60 et au début des années 70, qui a illustré l'ingéniosité des femmes mahoraises parvenues, par de simples chatouilles, à rejeter à la mer les gouvernants comoriens indésirables et à retenir sur l'île les notables mahorais. Mais l'inventivité, le pragmatisme, l'audace, la passion et le courage ne sont pas l'apanage des seules femmes mahoraises, même si nous venons de voir que ces qualités culminent chez elles, et ceci en toute objectivité. Ce sont des qualités bien partagées par les femmes de nos territoires d'outre-mer, et ma collègue Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes, qui a déjà une belle expérience de nos territoires, l'a parfaitement souligné dans son propos d'ouverture. À l'occasion des nombreux colloques organisés par notre délégation sénatoriale aux Outre-mer, nous avons maintes fois eu l'occasion de mettre en avant ces talents féminins et singulièrement ceux qui s'épanouissent dans la sphère économique au gré des conférences organisées pour les 3 bassins océaniques de 2015 à 2017 ou encore nos colloques sur le tourisme notamment. J'ai souvenir de fortes personnalités et de profils impressionnants. Je n'en citerai que 3. Une par océan, avec Carole Ostorero, alors présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, Josiane Kaimo, gérante d'une société de tourisme de croisière à Lifou et qui nous a, ici même, initiés au rituel de la coutume kanak, ou encore Danielle Lenormand, fondatrice du musée La Saga du Rhum à La Réunion, musée adossé à la maison Isotier, qui nous a malheureusement quittés prématurément et dont je salue ici la mémoire. Mais la journée d'aujourd'hui concentre les talents féminins du monde de l'entreprise et nous sommes très heureux que vous ayez répondu si nombreuses à notre sollicitation. Notre première table ronde va montrer que, non contentes de s'illustrer par leurs performances dans de très nombreux secteurs, y compris là où on ne les attend pas nécessairement, les femmes dirigeantes d'entreprises des Outre-mer prennent des responsabilités politiques dans les organes de représentation du tissu entrepreneurial. Leur pragmatisme et leur forte implication dans le domaine associatif leur ont fait prendre conscience de l'importance de développer l'économie sociale et solidaire, dont le maillage territorial est un vecteur crucial
de cohésion et qui constituent en quelque sorte une pouponnière d'entreprises de nos territoires. Djemila Hassani et Pascaline Ponama, toutes deux fortement impliquées à Mayotte et à La Réunion, feront un focus à ce sujet sur la base de leur expérience personnelle. Puis, les têtes pensantes et stratèges dirigeantes de nos chambres consulaires et de nos CPME, issues des deux autres océans, nous expliqueront là aussi, à partir de leur vécu, quelle place les femmes chefs d'entreprise occupent dans leurs territoires respectifs, comme elles réussissent, quel parcours d'obstacles elles doivent emprunter, comment elles réussissent, pardon, et quel parcours d'obstacles elles doivent emprunter. Je dois d'ailleurs souligner que le panel réuni sur la première table ronde n'épuise pas les ressources féminines de la représentation patronale et consulaire ultramarine. La CPME de Nouvelle-Calédonie est en effet également présidée par une femme, Chérifa Linossier, qui préside aussi la représentation patronale du Pacifique Sud, englobant la Polynésie française. De même, le MEDEF Mayotte, avec Carla Baltus. Je n'oublie pas Nadina Fidou, que j'ai vue dans la salle, première présidente des CCI d'outre-mer mahoraises. Nos outre-mer sont donc riches de leurs femmes dirigeantes d'entreprises engagées au premier plan des instances économiques représentatives pour le plus grand bénéfice de la gouvernance entrepreneuriale de nos territoires. C'est à elle que revient maintenant la parole sous la douce férule de Francette Florimond, éditrice de presse et économiste distinguée qui dirige depuis 20 ans Inter-Entreprises, magazine économique qui couvre l'actualité des 3 territoires de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Avant de lui passer la parole, permettez-moi de rendre hommage à une femme qui n'est pas des Outre-mer, mais qui a porté haut nos Outre-mer. Je veux parler d'Agnès Moulin, administratrice de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, qui va malheureusement quitter notre délégation pour d'autres horizons. Mais qui a été promue par le président du Sénat, et c'est tout à fait normal. Madame Florimond, nous vous remercions d'avoir accepté d'orchestrer notre après-midi, et je vous passe la parole. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, merci infiniment. Effectivement, Francette Florimond, je ne vais pas refaire tout l'historique parce qu'il nous faut gagner du temps et laisser le maximum de place pour nos intervenantes qui sont, je vous le déclare, déjà brillantes. Je suis effectivement la créatrice du magazine que vous avez eu en main, qui s'appelle Inter-Entreprises et que j'ai lancé il y a 20 ans. Et mes 3 territoires sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Merci infiniment. Et j'ai le plaisir, effectivement, d'avoir témoigné pendant la conférence économique des territoires, des bassins, en tant que présidente des conseillers du commerce extérieur, à cette place même. Donc, je suis un peu chez moi. Alors... La première table ronde concerne la gouvernance féminisée, les enjeux de cette gouvernance féminisée. Alors, nous ferons l'économie du protocole parce que vous avez compris que chacune n'a que 5 minutes et que ce qu'elles ont à dire est quand même plus important que de remercier encore une fois les uns et les autres. Mais vous avez, je le fais pour toutes d'un coup. Merci encore infiniment de nous recevoir parce que nous, les femmes, nous avons pas simplement des choses à dire, mais à montrer et à, quelque part, des routes à tracer. Et vous allez voir, elles sont belles. Alors, la première table ronde qui va se scinder en 2 parties. L'une partie sur la gouvernance, effectivement, des chambres consulaires et une deuxième sur l'économie sociale et solidaire, où là aussi, il y a des créativités très intéressantes dans les Outre-mer. Donc, autour de moi, déjà installée, donc, Jennifer Sego, voilà, j'avais un petit doute sur la prononciation du nom. Angèle Dormoy, qui est à la tête d'une que je considère une création, vu que c'est une chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Madame Sego est de la CCI de Nouvelle-Calédonie.
Madame Lauriane Verger est présidente là aussi d'une création, vu que c'est une chambre interconsulaire, aussi bien de la CCI, mais la Chambre des métiers et la Chambre artisanale de Wallis et Futuna. Et Madame Yvette Témori, présidente de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française. Alors Madame décidément, Sigo, nous allons commencer par vous. L'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que c'est selon vous? Merci beaucoup. Je voudrais quand même très rapidement remercier infiniment le Sénat pour cette thématique aujourd'hui. Il faut se dire qu'il y a 30 ans, ça n'aurait pas été même imaginable. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Le président Larcher a bien dit que nous sommes très pauvres en statistiques et je suis d'accord avec lui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer les photos des femmes, les femmes élues des 3 chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des photos qui ont été mises sur les grilles de la mairie de Nouméa, où le maire est quand même une femme, le 8 mars, justement, pour célébrer la journée de la femme. Et ces photos ont resté sur place pendant 15 jours. Ces femmes représentent aussi les principaux secteurs d'activité. Vous allez voir, il y a quand même l'agriculture qui est représentée. Il y a tous les secteurs d'activité en Calédonie. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par un constat qui vaut sans doute partout. Et c'est que les femmes sont moins présentes que les hommes dans la gouvernance des entreprises, alors que, comme ça a été souligné tout à l'heure, les statistiques, les peu qu'on a, démontrent en Nouvelle-Calédonie qu'elles font preuve d'une meilleure réussite scolaire et qu'elles sont davantage diplômées que les hommes. Alors, un changement de mentalité s'est opéré pourtant dans la société calédonienne, qui est réputée quand même assez machiste. On s'appelle une terre de pionniers et on est toujours les pionniers avec tout ce que ça comporte. Mais ça permet aujourd'hui, ce changement, aux femmes de s'épanouir justement davantage dans leur vie professionnelle et donc accéder plus facilement à des postes à responsabilité. Ce changement s'opère aussi dans la communauté mélanésienne, où des initiatives publiques aident les femmes à s'émanciper. Et ce sont des femmes qui ne demandent qu'à le faire d'ailleurs. En 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à travers son secteur de la condition féminine, a par exemple initié le programme 100 femmes leaders, qui vise à renforcer la capacité des femmes au leadership. Autre indice du progrès aussi, le programme Cadre Avenir. Cadre Avenir, c'est un programme de formation de cadres supérieurs destiné au rééquilibrage économique et social de la Nouvelle-Calédonie, et ça se féminise. De 20% à l'origine, en 1989, les femmes représentaient en 2015 quand même 51%. Donc ça croît d'année en année. Les jeunes femmes font preuve aussi aujourd'hui de confiance en elles et s'engagent volontiers dans la création d'entreprises. Quelques exemples. En 2017, le parcours Créa Jeune de l'association de microcrédit ADNC comptait 100% de jeunes femmes. 100%. Et puis, fin 2018, tout récemment, la toute première entreprise créée au sein du parcours entreprendre de l'école de gestion et de commerce de la CCI est portée par une jeune femme de 22 ans. Alors, on trouve que lorsqu'elles occupent les postes de responsabilité dans les entreprises, les femmes sont de manière générale plus à l'écoute et favorisent la médiation et le consensus. Et c'est vrai que ce n'est pas un jugement subjectif ou irrationnel, c'est un constat que j'ai fait, fruit de ma longue expérience professionnelle et de mes rencontres avec de nombreuses femmes d'entreprise. Et en tant que première femme élue à la tête de la CCI en Nouvelle-Calédonie en décembre 2014, je pratique
moi-même naturellement ce mode de gouvernance qui conduit notamment au rapprochement, qui a conduit au rapprochement des 3 consulaires qui étaient très séparés dans le passé et qui sont quand même très solidaires maintenant, où on a lancé les initiatives communes et fédératrices pour l'économie du territoire. Et ça aussi grâce beaucoup à toutes ces femmes que vous voyez derrière moi, qui se communiquent, qui ensemble veulent faire les choses et faire avancer les choses. Les femmes aussi qui ont su s'imposer à la tête d'entreprises ou à des postes clés dans les secteurs traditionnellement masculins, comme le BTP par exemple, ou les déchets, sont respectées pour le travail accompli, leur rigueur et leur engagement. Mais une femme doit faire ses preuves, on le sait toutes, avant d'être acceptée, et c'est un état de fait, et pas seulement en Calédonie, que toute femme intériorise et qui l'amène à redoubler les efforts. Les femmes ont donc aussi une propension à créer des réseaux d'entraide et d'échange d'informations, à se montrer solidaires. C'est quelque chose, c'est un point très important, ce point. Je pense que pour toute femme qui se lance dans une activité professionnelle, elle se rend compte très rapidement qu'il y a une tradition, et ce sont que les hommes sont organisés en réseau, en club, et les femmes ont difficilement leur entrée là-dedans. Et c'est très important pour les femmes aussi de créer non seulement les groupes mixtes ou de faire partie des groupes mixtes, mais surtout de créer leur propre réseau pour les échanges d'informations. Parce que si on est isolé, c'est très, très difficile de faire son chemin dans ce monde de l'entrepreneuriat. Alors, en mars 2017 encore, la première semaine de l'entrepreneuriat au féminin a été organisée à Nouméa par le vice-rectorat à travers le comité 3E, éducation à l'égalité à l'école, à l'attention des lycéens et des étudiants. Son but était de montrer la diversité et la richesse de l'entrepreneuriat au féminin, estomper les stéréotypes, changer les représentations, encourager l'initiative et l'esprit d'entreprise. À l'issue de cette semaine de témoignages et d'échanges avec des femmes chefs d'entreprise, Hélène Yekewe, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de l'enseignement, a lancé aux jeunes réunis, en majorité des filles, osez dépasser le récif calédonien. Prenez des risques les filles, prenez la place des hommes à la tête des entreprises. Et j'avoue que les jeunes filles qui étaient là étaient plus que ravies, ils sont tous partis pour faire justement ça. Donc, l'enjeu aussi de la gouvernance féminisée et sociétale. Peut-être sommes-nous à un moment charnière où il ne suffit plus que la gouvernance du monde économique reflète l'évolution de la place des femmes dans la société. Peut-être faut-il que le monde économique prenne des devants et se montre exemplaire pour faire évaluer plus vite la société. En Nouvelle-Calédonie, à la CCI en particulier, nous parlons de l'esprit pionnier que j'ai mentionné tout à l'heure. Pour rendre compte du goût du risque et de l'esprit d'initiative très spécifique qui ont modelé cette terre d'entrepreneurs, c'est un beau challenge qui serait d'appliquer cet esprit pionnier à la féminisation de nos entreprises, ce qui est déjà en marche en Nouvelle-Calédonie, comme nous le montrent dans toutes ces photographes. Et je dois avouer aussi qu'à la Chambre de commerce, on a quand même un très très bon exemple. On a 70% d'employés féminines. Dans l'encadrement, on a plus de femmes que d'hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on voulait faire. Ce n'était vraiment pas une recherche de parité, malgré le fait qu'on avait une obligation de cela. Mais c'était juste une sélection de compétences et d'adaptabilité qui étaient nécessaires pour les postes qui étaient disponibles. Donc, ok, bon, je dois terminer. Bon, je voudrais juste dire que les Calédoniens sont de plus en plus présents dans le tissu entrepreneurial et une place qui est gagnée peu à peu à force de leur conviction. Et les femmes vont continuer quand même à avancer comme cela en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Oui, merci. Je voudrais juste dire une dernière.
C'est intéressant. On sait qu'il y a une différence de salaire. On parlait justement de ces problèmes de crédit. Il y a une différence de salaire un peu partout dans le monde d'entre 17 et 20%. Exactement. Oui, c'est ça. Il y a, semble-t-il, un café à Melbourne, en Australie, qui, quand les cafés sont vendus, demande 18% de plus à un homme qui achète son café qu'à une femme. Merci de terminer sur cette note d'humour. Alors je sais que je vais en frustrer beaucoup, mais nous avons vraiment l'impératif de tenir 5 minutes par intervenante parce qu'il faut qu'on puisse avoir des échanges avec la salle. Donc tout de suite, je passe la parole à Lauriane Verger qui va nous parler du rôle de la femme dans la société et l'économie de Wallis et Futuna. Donc ramassons. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je tenais tout d'abord à vous présenter mes plus respectueuses salutations et vous exprime la gratitude et l'honneur que vous faites à notre territoire le plus éloigné de Paris, de permettre aux hommes et aujourd'hui plus particulièrement aux femmes wallisiennes et futuniennes d'être présentes dans cette grande institution. À l'appui de la présentation du PowerPoint, nous pouvons reprendre très rapidement les caractéristiques de ces deux îles qui composent le territoire de Wallis et Futuna. Ce territoire est formé de deux îles distantes de 230 km et comprend une zone économique exclusive de 266 000 km². Cette collectivité française d'outre-mer est éloignée de 16 000 km de Paris et située au cœur du Pacifique entre Fidji, Samoa et Tonga. 3 langues sont parlées, le français sur les deux îles et le wallisien et le futunien. Sa population de 11 558 habitants en 2018 fait ressortir une forte diminution de sa population depuis ces 10 dernières années. À titre d'exemple, la communauté wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie est plus nombreuse que celle qui vit sur les deux îles natales. L'organisation de cette collectivité est particulière puisqu'elle valorise aujourd'hui au sein de sa République les 3 rois et leurs chefferies. Un administrateur supérieur, accompagné d'une assemblée territoriale, régisse l'activité politique et institutionnelle du territoire. Un conseil territorial regroupant les 3 rois forme le 3e pilier institutionnel de ces deux îles. La religion catholique est très forte dans nos îles et la femme wallisienne et futunienne est une femme catholique polynésienne. Par son histoire, Wallis et Futuna n'a jamais été colonisé et a choisi en 1959 par un vote républicain son rattachement à la France. Le statut de 1961, toujours en force sur nos îles, est le cadre juridique du fonctionnement du territoire entre ces deux entités républicaines et ces monarques. En termes économiques, le constat est qu'il s'agit d'une économie traditionnelle et faiblement monétarisée, avec 2059 emplois locaux et 400 fonctionnaires d'État. 2 tiers des emplois à Wallis et Futuna sont des emplois publics. À ce jour, nous comptons seulement 629 patentés, dont 2 tiers sont à Wallis et seulement 1 tiers sont des femmes. Les principales activités sont l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui restent néanmoins principalement vivrières. Le régime foncier de Wallis et Futuna est coutumier et est basé sur l'indivision de la terre. Dans ce contexte, l'Assemblée territoriale a adopté une stratégie de développement durable qui priorise 5 secteurs d'économie clés: le tourisme, le secteur primaire, l'économie numérique, l'économie bleue et l'innovation. Pour préciser plus particulièrement la place de la femme à Wallis et Futuna, nous pouvons noter les éléments suivants: l'existence d'une délégation aux droits des femmes,
d'une commission interne à l'Assemblée territoriale de la condition féminine et de l'artisanat et d'un conseil territorial des femmes. L'artisanat est un vecteur social, traditionnel et identitaire de la femme wallisienne futunienne qui lui permet de s'émanciper socialement et économiquement. Le programme 40 cadres a formé 31 femmes sur 66 candidats depuis 2003. Néanmoins, les femmes titulaires de Bac+4 ont des postes moins valorisés que les hommes à diplôme équivalent. 3 femmes sont à la tête d'un des 24 services de l'administration. 6 femmes sont élues sur les 20 conseillers du territoire. Aucune femme n'a jamais été députée, sénatrice ou conseillère économique et sociale. La chefferie et la coutume donnent une place institutionnelle plus importante aux hommes qu'aux femmes. Et aujourd'hui, à travers la CCIMA, la Chambre consulaire que je représente, notre objectif est d'intégrer les femmes les plus jeunes dans les formations spécifiques afin de promouvoir la femme entrepreneur dans nos 2 îles. Merci. Il faut saluer la performance, parce que vraiment, c'est 5 minutes pile. Merci Lauriane. Alors, je vais passer la parole à Yvette Témori, présidente de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française, qui va, elle, nous parler des femmes polynésiennes, source de modernisation du secteur primaire. Pareil, 5 minutes. La barre a été placée haute. Bonjour à toutes. Et à tous. Je vous salue au nom du président de la Polynésie française, son gouvernement et toute la population. C'est une belle opportunité pour moi d'avoir eu l'occasion de visiter le Sénat et de pouvoir être à votre table aujourd'hui. J'aimerais vous parler de notre Polynésie et de ses femmes, modèles de réussite qui ont réussi à percer dans le monde du secteur primaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République composée de 5 archipels regroupant 118 îles, dont 76 habitées, l'archipel de la Société avec les îles du Vent et les îles sous le vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambiers, l'archipel des Australes et les Marquises. Elle est située dans le sud de l'océan Pacifique à environ 6 000 km à l'est de l'Australie et 21 000 km de Paris. Elle inclut aussi les vastes espaces maritimes adjacents. D'après les chiffres de l'Institut statistique de la Polynésie française, sur la démographie locale, la population totale de 268 207 et les femmes sont au nombre de 131 211, soit une représentation de 48% de la population totale. Toujours d'après les chiffres de l'Institut statistique de 2018, les salariés de Polynésie française sont de 65 121 et le nombre de femmes de 29 363, soit 45% des salariés sont des femmes en Polynésie française. Les femmes composent quasiment la moitié de la population et occupent même place concernant le secteur économique. Les femmes dans le secteur primaire sont pourtant son pourcentage, évolution et activité. Depuis 1995, le secteur primaire est passé de 1 000 personnes à 1 828 personnes en 2018, soit une évolution de 82% du nombre de personnes dans ce secteur. On comptabilise en 2018 40% de femmes dans ce secteur, des femmes présentes et actives dans un milieu souvent qualifié de secteur dédié aux hommes. Nous avons plusieurs femmes qui sont représentatives de réussite. Nathalie Convert, qui a créé sa société, la Compagnie agricole polynésienne, une société qui se place en relais entre agriculteurs, professionnels et consommateurs.
La compagnie agricole polynésienne concentre son énergie au rachat et à la vente de fruits, légumes et tubercules en vrac. Mais elle contribue aussi à la fin du gaspillage alimentaire en transformant les aliments qui ne rentrent pas dans la norme de calibrage des grandes surfaces. Ces indésirables serviront à la compagnie pour façonner des produits d'une qualité nutritive exceptionnelle. Fruits séchés, en paillettes ou en concentré, farine sans gluten à base de ourou, de mapé ou de patates douces, tubercules précuits et transformés en frites rissolées, hash brown, des produits sans ajout d'aucune sorte et d'une diversité incroyable pour se réapproprier le goût des aliments et se nourrir sainement. Juliette Lamy, la fromageure de Tahiti qui interviendra tout à l'heure, c'est une chef d'entreprise qui, malgré toutes les difficultés auxquelles elle fait face, continue son développement avec succès. Heya Teina, qui est présente aujourd'hui dans la salle et qui représente l'agriculture biologique. Elle est également présidente de l'association Biofetia, qui certifie les cultures biologiques de Polynésie française. J'en aurais pour toute une journée à citer toutes ces femmes dynamiques qui ont modernisé notre secteur primaire. Mais il y a aussi des freins à ce développement pour ces femmes du secteur primaire. Si aujourd'hui ces femmes ont réussi, ce n'est pas sans effort. Nous pouvons reprendre le thème de plafond de verre. Car malgré toutes les avancées politiques et économiques, la gentrification est toujours d'actualité. Son émancipation se fait tardivement. Elle se doit avant tout de se consacrer à la famille avant de pouvoir prendre ses propres décisions. L'environnement est souvent la plus grande source de démotivation. Remise en cause de son statut lors de la création d'un projet, un travail d'hommes et non des femmes. La famille, selon le nombre de personnes composant le foyer, qui influe sur le temps nécessaire à la réalisation de son projet, ou un conjoint un peu trop possessif. Les problèmes liés aux îles également, cet éloignement qui amplifie les difficultés, notamment les exploitations dans les îles, où les femmes se doivent de rester en centre-ville pour l'éducation des enfants et ne peuvent travailler dans les champs. Le manque de qualification ou de formation sont des freins importants. Une assistance financière sur des gros projets est un réel besoin et parfois cette assistance ne peut être attribuée. Le manque de terres accessibles pour son exploitation peut être un frein aussi. Et le manque d'accompagnement technique peut être également une barrière. Les moteurs, heureusement. La Polynésie française, le pays, encourage le développement de chaque projet de manière financière, domaniale et technique, tels que assistance sur la création de projets, formation sur le secteur primaire, mise à disposition d'aides financières, mise à disposition de fonciers, suivi des services du pays. Il y a une véritable politique de motivation et d'accompagnement tout au long de l'année. La Chambre joue également ce rôle. La direction de l'agriculture et le ministère de l'économie verte sont des acteurs actifs de leur développement. En conclusion, malgré des difficultés présentes, les femmes en Polynésie sont valorisées dans le secteur primaire. Elles ont une place importante et reconnue de la population et du pays. La politique et le secteur primaire ont un lien fort. En Polynésie française, le pays a compris depuis bien longtemps l'intérêt de ce secteur et y investit une somme considérable chaque année. Merci.
Merci Madame Temori. Je passe tout de suite la parole à Angèle Dormoy, qui est la présidente de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et qui va justement nous parler, Saint-Martin touché par 2 événements climatiques très importants, Irma, Maria, pour les remettre en mémoire, et donc l'enjeu de la présence des femmes dans la reconstruction. Madame, c'est à vous. Henriette, Miss Eva, Miss Edith, Tati Berthe, ce sont les femmes de mon territoire qui, à travers moi, vous disent bonjour. Et c'est en leur nom et pour elles qu'avec fierté, je me présente à vous ici au Palais de Luxembourg pour parler de l'entrepreneuriat au féminin sur mon île en convalescence. Je ne vais pas vous faire le déshonneur de vous présenter Saint-Martin, puisque le cyclone Irma et les nombreux reportages qui en ont découlé ont fait beaucoup parler de nous, bien souvent négativement. Pour la petite histoire, Saint-Martin, son nom arawak est Walichi, terre des femmes, ce qui veut dire terre des femmes. C'est un nom prédestiné. Nous avons toutes donc baigné chez nous dans un environnement féminin et matriarcal très fortement ancré dans notre histoire et dans nos gènes. Et pendant des siècles, elles étaient considérées comme des travailleuses à Saint-Martin. Elles attachaient la canne. They were sorting bananas, picking salt and picking rock. Chez nous à Saint-Martin, nous sommes bilingues. Donc vous aurez quelques petits mots en anglais. Aujourd'hui, Saint-Martin compte 7726 entreprises immatriculées sur notre île, avec près de 40% créées ou gérées par des femmes. Un peu plus que la moyenne nationale. Mais pour nous, c'est normal. Nous avons constaté un accroissement de l'entrepreneuriat au féminin après le passage du cyclone Irma. Curieux, me direz-vous, lorsqu'on sait que plus de 8000 personnes ont quitté le territoire. Mais ce cyclone dévastateur pour notre île a tout de même fait surgir un sentiment de survie, de protection maternelle de notre industrie et de notre économie. Ça, c'est très féminin. Ma mère me répète souvent un proverbe créole qui dit « Femme, c'est châtaigne, il qu'a tombé, il qu'a relevé ». Une femme, c'est une châtaigne. Elle tombe, mais elle se relève toujours. Saint-Martin, c'est une châtaigne. La résilience dont a fait preuve les femmes après le cyclone m'a prouvé la véracité de cette citation. Beaucoup ont cru Saint-Martin par terre complètement détruite. Mais ma présence parmi vous aujourd'hui est la preuve vivante de notre résilience. Certaines ont erré pendant quelque temps. Certaines ont choisi de partir. Mais beaucoup sont restés pour reconstruire notre territoire brique par brique. Et lorsque vous vous promenez à Marigot, notre chef-lieu, encore en reconstruction, pratiquement tous les magasins sont tenus par des femmes. Jenny, Martine, Coco, Françoise, des prénoms encore, mais des prénoms très connus chez nous. Saint Martin smiles again. Si les femmes demeurent encore très sous-représentées dans les entreprises du BTP, elles ont pris toute leur place dans le monde de l'entreprise à Saint-Martin, et pas seulement aux métiers traditionnellement associés à leur sexe. Et pour leur apporter leur soutien, la CCISM que je préside œuvre pour la formation, le renforcement des capacités et des chaînes de valeur, et leur apporte un appui soutenu dans tous les secteurs. Cette démarche est adossée à une émission radio hebdomadaire informant sur l'environnement de l'entrepreneuriat au féminin. Ce programme a déjà permis à bon nombre de femmes d'être accompagnées, formées ou sensibilisées à l'entrepreneuriat. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il consiste aussi à la mise en réseau des forces économiques pour plus de synergie à travers tout l'espace ultramarin, plus d'occasions de partenariat et de maillage, plus d'échanges et de bonnes pratiques. Actuellement, à Saint-Martin, comme dans tout l'espace ultramarin, les femmes entrepreneuses font la démonstration d'une extraordinaire créativité, de leur inventivité, de leur dynamisme et de leur persévérance. Oui, ce sont nos femmes, souvent avec l'appui des jeunes qui, ensemble, sont les vecteurs du changement et qui sont en marche. L'entrepreneuriat au féminin n'est pas seulement économique chez nous, il est également sociétal, il est social et il est solidaire. Saint Martin is strong. Être entrepreneur, c'est saisir les opportunités, agir plutôt que regarder. Et c'est fort de cette citation que beaucoup de femmes, y compris moi, nous nous sommes relevés les manches. Nous avons investi les décombres, nous avons participé au déblaiement, au ravitaillement, à la distribution des denrées, au nettoyage des habitations des personnes
fragiles et nous participons à la reconstruction de notre territoire. Je voudrais nous dire merci. Thanks to all of us. Et même si à Saint-Martin, les femmes ont pris toute leur place dans le beau domaine économique, comme elles ont fait dans la société, ça reste un combat avec nous-mêmes, nos préjugés et nos propres blocages familiaux et ancestraux. La peur d'être perçue comme une femme joke, on dirait en Martinique, une femme autoritaire, une femme qui est trop indépendante, qui émascule son compagnon. La peur de vivre seule. Eh oui. La réussite sociale et sociétale tient encore dans les mentalités chez nous à un mariage ou une vie à deux, au risque d'en choquer mon sénateur. Et pour dépasser ces préjugés, mon message à nos femmes serait: vous êtes très bien équipées pour devenir des chefs d'entreprise. Vous êtes plus sensibles aux besoins des autres, plus concrètes, davantage conscientes de nos réalités, du sens des détails, plus exigeantes aussi. Notre île y gagne, n'hésitez pas, soyons audacieuses. Le management au féminin est un atout en notre temps de crise. Nous l'avons vécu au lendemain du passage de la gigantesque Irma, non féminin. C'est le management auquel je crois pour l'avenir. Nous ne réussirons à transformer les mentalités que de deux façons: l'éducation et la responsabilisation. Inspirer les gens à penser de façon critique, regarder derrière l'étiquette et s'impliquer. Continuons ensemble le changement. Vive la République, vive Saint-Martin. We are still the friendly island. Quand je vous disais qu'elles étaient déjà toutes merveilleuses, parce qu'effectivement, Saint-Martin, c'est un vrai sujet. Et heureusement que les femmes sont là. Je suis de la Martinique, mais je suis là pour témoigner aussi. Donc, mesdames, merci infiniment de ces premiers témoignages. Nous allons passer à la deuxième partie de cette première table ronde, parce qu'elles sont nombreuses. Donc, je vous invite à rejoindre la salle, mais j'aurai des questions, parce que vous avez remarqué que la plupart de ces présidentes sont récentes, de chambres de commerce, de chambres des métiers, etc. Pourquoi brutalement les hommes ne réclament pas ces postes? C'est une petite question qui me turlupine. Alors, Madame Dormoy avait un film, on me dit. Mais après tout ce qu'elle nous a dit, est-ce que ça... Oui, on me fait oui. La technique me fait oui, donc je m'incline. Mesdames, donc je vous invite à prendre place dans la salle et je vais appeler auprès de moi pour la deuxième partie de l'intervention. Alors monsieur, on me fait un petit signe, mais alors Jamila Hassani, Pascaline Ponama, donc Madame Hassani vient de Mayotte, elle est responsable de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire de la CRES, donc de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Madame Pascaline Ponama, présidente de la Fédération Métis-Stress, qui nous vient de La Réunion. Ensuite, Marie-France Tiburce, présidente de la CPME de Guadeloupe.
chef d'entreprise de chez nous. Céline Rose, également présidente de la CPME, mais cette fois-ci de Martinique. Madame Joëlle Prévomadère, encore une présidente de la CPME qui est là en force, mais qui nous vient de Guyane et qui est également vice-présidente en charge de l'industrie à la CPME nationale. Et enfin, on me l'a mis 2 fois. Bon, elles sont toutes là. Alors mesdames, même consigne, 5 minutes. Allez, je tolérerai une de plus, mais pas plus. Et donc, je vais passer la parole tout de suite à Jamila Hassani, et qui va nous parler des femmes mahorais, pionnières de l'entrepreneuriat social solidaire, un enjeu économique pour Mayotte. Madame, où est-elle? Elle est là. Je vous remercie. Ici. Je vous remercie, Madame Florimond, de m'avoir donné la parole. Messieurs les présidents et ministres, parlementaires et élus, mesdames les intervenantes aujourd'hui, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui d'être entourée d'autant de femmes pour raconter et écrire l'histoire économique et sociale des femmes aujourd'hui au Sénat dans ce magnifique palais du Luxembourg. Je ne saurais vous remercier assez, bien entendu, d'avoir convié la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte, dont je suis la représentante aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes, aux Mahoraises et aux Mahorais, mais surtout au peuple français. Aujourd'hui, c'est une histoire que je souhaite vous raconter, si vous le voulez bien, car nous vivons une période importante et charnière dans l'avancée de notre histoire, dans l'histoire des femmes à Mayotte et dans l'histoire de l'humanité. À travers ce récit, j'espère démontrer pourquoi et comment les Mahoraises peuvent répondre aux enjeux d'une gouvernance féminisée. Il est primordial de rappeler qu'à Mayotte, la filiation, l'héritage se fait par la mère. Cette matrilinéarité se traduit de façon concrète dans la vie sociale, politique et bientôt économique de Mayotte. Je pense notamment à nos aïeules, les chatouilleuses, qui se sont battues pour que Mayotte reste française, tout en préservant une tradition si riche et chère à notre cœur, de Mahoraises et de Mahorais bien entendu. Sans elles, je ne pourrais vous conter l'histoire du laboratoire ESS de l'océan Indien que nous avons. Sans elles, je ne pourrais pas vous raconter comment les femmes gouvernent la vie dans les foyers et dans la cité mahoraise. Elles se sont battues pour que je puisse témoigner et rapporter le terreau fertile que nous avons à Mayotte en matière de gouvernance et d'ESS. À Mayotte, l'ESS trouve ses racines dans une vie économique qui s'est organisée de façon atypique par rapport au modèle économique dominant que nous avons connu. Mayotte et les Mahoraises ont toujours organisé une économie adaptée aux besoins humains et de la société. Et ce, en tout temps. Ne serait-ce pas un ancêtre de l'innovation sociale? Les Mahoraises ont toujours favorisé la solidarité et l'entraide au sein de la société et dans son mode d'entreprendre. Les Mahoraises ont entrepris par la création de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le financement collaboratif, que nous appelons chez nous le Chikoa, basé sur un principe d'entraide bien précis, la moussada. Ces termes barbares que je rapporte aujourd'hui sont la base de travail que nous avons à la CRES et elles répondent au mode d'entreprendre que nous souhaitons raviver à Mayotte. Les Mahoraises ont toujours recherché le principe de gouvernance démocratique en privilégiant un modèle associatif et participatif dans ces rassemblements. Les Mahoraises ont toujours recherché de l'utilité sociale tout autant que le profit grâce à des modèles pionniers de coopératives. Les Mahoraises ont toujours recherché la gestion responsable en développant des méthodes respectueuses de l'environnement et de la vie en société. Ces trois éléments
sont le fondement d'entreprendre de l'économie sociale et solidaire conformément à la loi du 31 juillet 2014. Est-ce que nous pouvons dire que les Mahoraises présentent les compétences, les valeurs et l'héritage pour devenir un levier du développement économique mahorais? Je nous invite à y réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, à Mayotte, l'ESS, c'est 280 entreprises, soit 14% des entreprises mahoraises qui génèrent 27% d'emplois. Et plus de la moitié de ces emplois sont occupés par des femmes. Est-ce que nous pouvons dire que le dynamisme économique de Mayotte, porté par les femmes sur un modèle ESS, génère de l'emploi paritaire? C'est encore un autre axe de réflexion que je nous invite à mener aujourd'hui. Alors, comment nous écrivons cette nouvelle histoire que nous souhaitons voir germer? Comment nous participons à la traduction de cette tradition séculaire? Tout d'abord, depuis 2016, depuis la création de la CRES, nous avons créé un outillage technique, concret, adapté aux besoins d'un territoire, dépendant fortement de la commande publique et d'entreprises qui peinent à se structurer, surtout chez les femmes, lorsqu'on sait qu'elles subissent 42% du chômage. Le 17 décembre 2018, nous avons signé un plan d'action régional, en partenariat avec la préfecture, le conseil départemental et la caisse des dépôts, en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Nous espérons appuyer cette démarche grâce à nos outils qui sont en cours de création, tels que notre accélérateur des entreprises de l'ESS et l'ouverture prochaine de pôles ESS qui permettront d'assurer un relais dans nos communautés de communes. Ces actions menées depuis notre création, il y a 2 ans, témoignent de notre volonté forte à faire émerger le développement économique de l'île, et celui-ci ne se fera pas sans les Mahoraises. Elles possèdent toutes les clés en main pour devenir un exemple en matière de gouvernance et d'ESS. Ce déploiement ne se fera pas par magie, mais bel et bien par un retour à l'âme des Mahoraises. Une empreinte forte que notre territoire transporte et transportera dans ses réalités à venir. Merci, mesdames et messieurs. Ça doit se voir que je suis très contente parce que non seulement elles sont brillantes, mais en plus elles tiennent le temps. Donc, alors je passe tout de suite la parole à Pascaline Ponama, qui est présidente de la Fédération Métis-Stress, également de l'économie sociale et solidaire. Et je sais qu'elle est un petit peu stressée, ça va aller, ça va aller. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors effectivement, je suis assez impressionnée par les discours que j'entends depuis tout à l'heure. Je pense qu'on avait peut-être amené à sous-estimer le témoignage en question que je devais amener. Alors moi, je ne parlerai pas de l'ESS de manière générale. Je n'ai malheureusement pas fait de carte d'identité de l'île de la Réunion que je représente aujourd'hui, mais je laisse le soin en tout cas aux sénatrices et sénateurs qui sont présents donc de le faire si nécessaire. On rencontre dans tous les cas les mêmes problématiques que dans d'autres dom-toms. Peut-être que notre société est un petit peu moins matriarcale qu'on peut le voir par ailleurs. Moi, je vous parlerai en fait de la filière de la fibre végétale que je représente ici, avec donc des enjeux d'évolution et de développement. Que dire si ce n'est que l'artisanat à La Réunion est fortement représenté par les femmes. Dans le passé, donc, nous parlions d'une filière économique qui représentait l'équivalent de 2 millions d'euros donc de chiffre d'affaires par an. C'est une filière qui était développée sur l'ensemble du territoire et on retrouvait une économie plutôt familiale, donc avec des hommes qui allaient ramasser les fibres et les femmes qui tressaient ensuite. Avec l'arrivée du plastique, avec l'évolution donc des modes de consommation, c'est une filière qui s'est retrouvée fortement en déclin. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes en fait qui se sont détournés de cette pratique. Pas assez sexy, les produits ne répondent plus aux nouveaux modes de consommation, le métier est pénible. Et donc on va retrouver principalement de l'informel ou un statut associatif, puisque grâce aux associations, on peut aller chercher des financements, des contrats aidés, et que ça permet de compenser le manque de viabilité. Aujourd'hui, à La Réunion, dans la vannerie, dans le meilleur des cas, un vannier ou une vannière va toucher l'équivalent de 2 € de l'heure. Donc ce n'est pas avec 2 € de l'heure qu'on en vit, qu'on fait un métier, qu'on pense donc pouvoir évoluer.
Alors, Métitresse, donc cette fédération a été créée il y a environ 2 ans, donc pour pouvoir répondre à une problématique. On avait 2 solutions. Ou bien on regarde ces métiers mourir et se perdre, ou alors on se dit, il va peut-être falloir repenser le modèle de cet artisanat. Donc on a fait le deuxième choix, parce que sans culture, sans tradition, il est difficile pour nous de concevoir un développement de notre territoire. La culture et le patrimoine sont vraiment le socle de notre population, donc de notre histoire, et que perdre cela, c'est perdre une partie de notre âme. Alors, nous sommes une vingtaine d'acteurs de l'ensemble de l'île aujourd'hui à nous réunir autour d'un nouveau challenge. Alors, ce challenge, il va passer par quoi? Donc, par la professionnalisation de la filière, notamment par la formation. Nous n'avons pas de formation en vannerie chez nous. Voilà, aussi bête que ça puisse paraître. Nous avons beaucoup de personnes qui font de la vannerie, mais pas de formation qualifiante et diplômante. Ça passe également par l'apport de nouveaux métiers, du design, de l'ingénierie mécanique. Ça passe par l'exportation, puisque notre situation économique ne nous permet pas d'envisager un développement sur le territoire uniquement. Et également par donc, la construction d'un nouveau modèle, un modèle économique viable, puisque 2 € de l'heure, je ne pense que personne n'accepterait aujourd'hui de travailler pour ça, pour si peu. Donc une coopération régionale à privilégier. Nous sommes basés dans l'océan Indien et l'ensemble des pays de la zone en fait pratiquent ces métiers de la vannerie. Je crois que même globalement dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, nous avons en commun ces métiers, cette passion. Et nous avons peut-être des pays à côté de chez nous qui sont dans des situations économiques un peu plus complexes. Et puis, il nous faut aussi, donc ça c'est le point le plus important et peut-être celui pour lequel j'espère pouvoir le mieux témoigner, c'est définir un nouveau statut pour permettre à nos femmes de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Nous sommes régis par des cadres réglementaires qui parfois se heurtent à des traditions et à des fonctionnements, on va dire, insulaires. Alors, nous avons envisagé de faire évoluer la fédération vers un statut de coopérative, donc une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Peut-être et certainement même que nous serons amenés à collaborer avec des couveuses et des coopératives d'activité et d'emploi pour permettre de tester les activités. Ceci étant, il nous semble important de bénéficier de droits à l'expérimentation. Nous n'avons pas encore la solution et on compte en tout cas sur nos élus et nos dirigeants pour nous aider à réfléchir dans ce sens-là. Mais comment permettre à des personnes qui aujourd'hui vivent de minima sociaux d'arriver à tenir une ambition sur le développement d'une filière qui va s'exporter, c'est tout l'enjeu de notre fédération et c'est certainement pour cela que nous aurons besoin donc, de vous, nous femmes de la Réunion. Voilà. Merci beaucoup Pascaline pour ce témoignage très concret en fait. Comment transformer quelque chose qui a existé depuis toujours en une activité viable aujourd'hui, voire demain. Et surtout pour une population en marge, parce que c'est ça le vrai défi dans nos régions. Alors, je passe la parole tout de suite à Marie-France Tiburce, présidente de la CPME de Guadeloupe. Oh, elle est par là, de Guadeloupe, qui va nous parler pourquoi rendre grâce aux femmes chefs d'entreprise. Merci, madame. Alors, je ne sais pas s'ils ont préparé. 5 minutes. Oui. C'est ma copine. Je vais tâcher de rentrer. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aime bien quand même rendre grâce au protocole et m'adresser au président du Sénat qui a dû partir, je pense, Monsieur le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les ministres qui sont ici, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. C'est avec une immense joie
et un grand honneur que je participe à ce colloque organisé par la délégation sénatoriale aux Outre-mer et par la délégation des droits aux femmes. D'autant plus heureuse que j'ai la satisfaction de constater que notre sphère économique en Guadeloupe a beaucoup changé et qu'il est fini le temps où les femmes avaient le sentiment de ne jamais pouvoir être à la hauteur ou du moins d'avoir à cravacher 3 fois plus pour réussir. J'ai moi-même, en ma qualité de chef d'entreprise depuis presque 40 ans, et aujourd'hui présidente d'une CPME, des petites et moyennes entreprises que je dirige avec, j'espère, beaucoup d'acuité. Je confirme. J'ai moi-même, durant ma longue vie professionnelle, eu affaire à la jante masculine que j'ai dû dompter par mes connaissances et mon savoir pour admettre que ma place était méritée. Le rôle et la place des femmes dans la vie économique et entrepreneuriale en Guadeloupe est donc en constante expansion. Notre engagement constitue une réelle dynamique qui concourt à booster la créativité et faire naître des vocations entrepreneuriales. C'est en cela qu'il faut rendre grâce aux femmes chefs d'entreprise. Et c'est ainsi que nous relevons en Guadeloupe une répartition très parlante. Ouais, on va faire un focus des zones sélectionnées par les femmes pour créer leur entreprise. Alors moi, je ne suis pas très technique. Non, mais attends. Oui, c'est ça. Alors, je vous ai fait certaines diapos qui vont être certainement parlantes pour ceux qui connaissent un peu la Guadeloupe. Vous connaissez, c'est une île qui ressemble un peu à un papillon, donc qui est en 2 parties, la Grande Terre et la Basse Terre, avec des zones que vous voyez ici qui sont matérialisées par des touches précises de couleur et qui vérifient très bien la proportion d'implantation des entreprises créées par les femmes en Guadeloupe. Donc là, on vérifie particulièrement que sur le territoire, il y a donc des zones qui sont particulièrement appréciées, et donc ce sont les zones les plus sectorisées dans le domaine économique. Donc on voit par exemple que dans le secteur des abîmes, de Bémao, de Petit-Bourg, même pas de Petit-Bourg, Bémao, Abîmes, qui sont des zones les plus concentrées, c'est là où les femmes sont le plus présentes. Plus de 1000 entreprises sur Bémao, Abîmes et Pointe-à-Pitre, ce n'est pas négligeable. Alors là, ce sont des données, des statistiques que j'ai eues de 2016 par la Chambre de commerce. Je pense que c'est important aussi de noter parce que souvent on dit que les statistiques sont inexistantes, mais ça permet quand même de faire, d'avoir une vision complète du pays. Ensuite, donc vous voyez très bien que dans ces zones d'entreprise, il y a par rapport aux hommes, sur 2018, une création d'entreprises de 1097 pour 1734 d'entreprises créées par les hommes. Donc vous voyez qu'on les rattrape de façon assez rapide. C'est important et pour nous, ça confirme la volonté des femmes d'aller encore un peu plus loin. Toujours dans ces idées-là, on va aussi voir la répartition des femmes suivant le type d'activité. Alors on vérifie que les femmes, elles ont plus tendance à être dans le commerce et les services. Ça, c'est une visualisation que nous avons sur des stats toujours de 2016, où dans le commerce, on a 52% de femmes qui sont créatrices d'emplois dans le commerce. Par rapport aux services, où nous avons quand même 39%, soit 2783. En fait, nous avons une totalité de 7088 femmes créatrices d'entreprises dans ce domaine, commerce, services. Donc, c'est quand même pas négligeable. On voit bien que le fromage ici, il s'élargit de plus en plus et que malheureusement en industrie, on peine quand même
à situer l'industrie dans le domaine féminin parce que on attribue souvent l'artisanat à l'industrie, alors qu'en fait, une petite industrie en Guadeloupe serait, une petite entreprise artisanale serait une petite industrie. Donc là, il y a à voir aussi avec les habitudes que nous avons. Alors ensuite, pour maintenir mon temps et ne pas faire que je dépasse mes 5 minutes, on va faire un petit retour en arrière et vérifier que, par exemple, l'accélération de l'entrepreneuriat au féminin a compté des années 2000. On est parti en 2000 à une création d'activités de 581 pour aujourd'hui être à plus de 3900 entreprises créées. Donc, ça veut dire qu'on a quand même fait des bons. Ensuite, on vérifie pourtant que nous avons une majorité de micro-entreprises. Alors ça, c'est vraiment aussi là le fait que survient pour nous nos difficultés, puisque les micro-entreprises, elles ne sont pas souvent aidées et nous avons alors, à ce moment-là, une espèce d'inconfort sur le fait que nous n'arrivions pas à nous développer. Alors, on a donc essayé de visualiser dans cet univers entrepreneurial les forces, les faiblesses et évidemment les besoins. Et dans les forces, on se rend compte on sait déjà nos forces, on les connaît, nous femmes antillaises, entreprises de Guadeloupe, on les connaît nos forces. Nous mettons en évidence notre sensibilité féminine. Ça, c'est certain que dans les entreprises, une femme, chef d'entreprise, elle a ce côté diplomate qui lui permet souvent de réussir. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a un sens de la créativité qui n'est pas négligeable, parce que souvent, on fait appel à des besoins qui sont innovants et souvent, ça démontre un petit peu la capacité de la femme à se développer. Ensuite, cette capacité que nous avons de fédérer la famille autour des activités. Les petites entreprises féminines ont souvent le rôle de fédérer la famille, le mari, les enfants autour des activités qu'elles auraient à développer, et ça, c'est pas négligeable. Ensuite, alors, les faiblesses, bon, je vais aller vite. Les faiblesses, je disais que 5 minutes, c'était long, mais c'est pas si long que ça. Donc les faiblesses, on les connaît tous, hein, dans toutes les entreprises, ça existe, y compris dans les autres, les délais administratifs et financiers, la conciliation de la vie familiale et du statut de femme entrepreneur, et les complexités, évidemment, qui règnent encore entre les hommes et les femmes. Ça, on ne va pas y déroger. Et les besoins, alors nos besoins, c'est évidemment les formations, le financement qui est adapté, on en parlait tout à l'heure avec le président du Sénat, et la reconnaissance de notre statut et de notre place dans la société économique. Ce sont un petit peu les besoins que nous évoquons et qui est aussi, je pense, sur tous les territoires de la même façon. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marie-France, je savais que tu allais faire la performance comme il fallait. Maintenant, on va rester toujours dans la Caraïbe avec cette fois Céline Rose, qui est présidente de la CPME de chez moi, de la Martinique. Merci Francette. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, je suis très flattée d'être là. Donc, je suis une jeune présidente de confédération d'une organisation patronale représentative et j'avoue que quand j'ai été élue, les premières questions que j'avais, c'était mais qu'est-ce que ça vous fait d'être la première femme chef d'entreprise, présidente de la CPME de Martinique. Et j'avoue que je m'étais jamais positionnée en tant que femme spécialement à ce poste-là. Et depuis, ça fait 3 ans que je suis présidente et j'ai eu beaucoup à me questionner sur, effectivement, en tant que femme, qu'est-ce que tu représentes dans de telles organisations. Je vais commencer, avant de répondre à cette question-là, à vous dépeindre un petit peu le tissu entrepreneurial de la Martinique. Donc, il faut savoir que sur les créations d'entreprises, 37% des créatrices, ce sont des femmes qui créent des entreprises avec une répartition un peu éparse selon les secteurs d'activité où on a quand même pour les services aux particuliers 52% de femmes
qui se positionnent sur les services aux particuliers. De manière générale, 52% des femmes, enfin sur les services, de manière générale, entre particuliers, services aux particuliers et services aux entreprises, c'est 52% de femmes qui se mettent à disposition, soit des gens ou des entreprises. Ensuite, sur le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration, elles sont 41% à peu près sur ce secteur-là. Dans le secteur de l'industrie, il y en a quand même 40% qui créent dans le secteur de l'industrie, donc on n'est quand même pas trop mal de ce côté-là. On a de beaux exemples qui vous seront présentés tout à l'heure. Et dans le secteur de la construction, par contre, elles sont que 16% à créer dans ce secteur-là. Et dans l'agriculture, entre 16 et 18% de femmes sont agricultrices. Et la pêche, malheureusement, c'est là où le bas blesse. Sur 800 marins-pêcheurs, elles sont 3 ou 4 et toutes bientôt à la retraite sur notre tissu. Donc c'est vrai que là, même si elles ont été très dynamiques sur le côté syndical, j'en ai une qui me vient bien à l'esprit, mais elles sont peu nombreuses. Elles sont très peu nombreuses et essentiellement sur la pêche côtière. Donc sur la partie organisation patronale, puisqu'on m'a demandé aussi de faire un petit focus sur notre implication dans les organisations patronales, donc sur les 3 organisations patronales représentatives qui sont en Martinique, donc entre le MEDEF, l'UDP et la CPME. Donc il y a la CPME qui est présidée par une femme, et l'UDP aussi qui est présidée par une femme, Madame Marie-Céline Jean-Baptiste Linard. Le MEDEF, il y a encore un petit travail à faire, mais bon, je ne veux pas dire... Un gros travail. Donc sur les 3 organisations patronales, on est quand même 2 à être présidentes de ces organisations-là. Il y a quelques associations phares qui sont très dynamiques sur le territoire, associations de chefs d'entreprise comme la MPI, l'association pour la promotion des petites et moyennes industries. Il y a Contact Entreprise qui fait la promotion de ce qu'est de l'importance d'avoir de l'entreprise sur le territoire. Il y a le cluster GATT Caraïbes aussi qui est présidé par une femme. Et puis il y a l'association des agriculteurs, le MANA, qui est très dynamique dans le nord de la Martinique, qui est présidée par une dame aussi. On a beaucoup d'associations de femmes chefs d'entreprise, ce qui montre aussi que quand on entreprend, on est aussi au service et à l'écoute de nos pairs. Donc il y a le cluster sur Optimiste, je vois une intervenante qui est présente avec un trophée qui est dédié à l'entrepreneuriat au féminin. On a les femmes chefs d'entreprise. C'est particulier cette association-là parce que c'est une association qui est là pour assurer la représentativité des femmes chefs d'entreprise dans les mandats patronaux. Donc c'est vrai qu'elles sont partenaires avec nous. Donc on a une ancienne présidente des FCE qui est par exemple au conseil d'administration de la CPME et qui siège avec nous dans les mandats. Il y a une organisation particulière, ça s'appelle les Business Mams, donc c'est les mamans chefs d'entreprise, parce que ça aussi, il faut pouvoir concilier les deux. Donc il y a une association qui a été créée pour créer ce réseau de mamans chefs d'entreprise. Et puis dernièrement, on a eu un beau panel de Femmes du Bout. Donc c'est une association qui accompagne les créatrices d'entreprises sur le territoire. Donc on a quand même beaucoup de dynamisme chez nous. Je vais faire un petit focus sur ma CPME de Martinique. On est 12 membres au conseil d'administration avec 7 femmes au sein du conseil. Notre tissu d'entrepreneurs, donc il y a un tiers des entreprises adhérentes à la CPME Martinique qui sont dirigées par des femmes. Il faut savoir que sur les 7 femmes membres du conseil d'administration, quand on a lancé les candidatures, il n'y a pas eu d'appel au paritarisme. On n'a pas cherché à ce que ce soit de paritarisme, alors que pourtant c'est présidé par une femme, c'est quand même bizarre. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même cette dynamique entrepreneuriale des femmes qui s'inscrivent aussi et qui prennent aujourd'hui de la place dans les organisations patronales, ce qui est quand même très important chez nous. Donc 12 membres, donc je suis la présidente et j'ai 3 vice-présidentes sur 4. Et la trésorière, c'est aussi une femme. Donc au bureau de la CPME Martinique, les femmes sont quand même très bien représentées. Et de manière générale, j'ai envie de dire que de plus en plus, quand on entreprend, les femmes ne font pas qu'entreprendre, elles essaient aussi de se mettre dans des tissus associatifs, dans des organisations patronales. Et chez nous, je trouve qu'il y a quand même un réel dynamisme de ce côté-là et que nous prenons de plus en plus de place, non pas pour remplacer des hommes, mais pour aussi représenter le tissu entrepreneurial que nous sommes. J'avoue que le petit bémol que j'ai chez moi, c'est que aujourd'hui, pour nommer des mandataires dans les instances, comme la CGSS qui est d'ailleurs présidée par une femme, ou la CAF qui est aussi présidée par une femme aujourd'hui, on nous demande d'être du paritarisme, donc autant d'hommes que de femmes. Je me retrouve quand même avec cette petite difficulté où il faut que on trouve des femmes
pour aller siéger. Et c'est souvent les mêmes qui sont surchargés parce qu'il faut quand même que nous prenions la place qui nous est proposée. Et on a cette petite difficulté parce qu'il y a quand même moins de femmes, il y a toujours moins de femmes entrepreneurs que d'hommes. Donc on a cet enjeu où il faudra aussi que nous soyons dynamiques, que nous croyions en nous, que nous investissions ces champs-là. Parce que je suis une jeune maman aussi. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait ce petit focus-là, je n'ai pas la tête de l'emploi. Donc, quand on arrive président de la CPME, on attend quelqu'un, excusez-moi, mais d'un peu plus âgé. et j'ai 2 petites filles, pour raconter un petit peu ma vie personnelle, qui ont 14 et 7 ans. Et je m'interdis de croire qu'il faut que j'atteigne un certain âge ou qu'il faut que j'attende que mes filles soient aux études et plus à la maison pour m'investir dans ce champ-là. Parce qu'avant tout, je me suis investie parce que je suis une militante. Et c'est vrai que la question... La question de ma présence en tant que femme ne m'est venue que parce qu'on m'a posé la question. Et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur les heures de réunion, sur le regard des autres quand on est une jeune femme qui se lance dans ces activités-là, où on doit quand même montrer qu'on a la tête sur les épaules, qu'on a quelque chose à dire et qu'on n'est pas là pour faire de la figuration. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me vois, on va dire ça comme ça, parce que vous m'avez donné envie de me regarder de cette manière-là. Et dans les témoignages que je peux apporter dans les écoles sur l'entrepreneuriat au féminin, c'est vrai que j'incite aujourd'hui à ce qu'on soit quand même consciente qu'on est des modèles, alors avec toute l'humilité que cela implique, et qu'on donne envie à d'autres femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat avant tout, mais au-delà dans l'entrepreneuriat, de se lancer dans le militantisme. Donc voilà, merci de votre attention. Et enfin, dernière intervenante pour ce panel fort riche, Joëlle Prévost-Madère, présidente de la CGPME, et cette fois de Guyane, une sacrée bonne femme, vous allez voir ça. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je vais commencer par vous brosser très rapidement un petit peu la composition donc, de certains secteurs économiques de la Guyane. Alors, en Guyane, le pourcentage de femmes chefs d'entreprise est quand même légèrement inférieur que celui qu'on trouve en Martinique ou en Guadeloupe. Si je prends déjà notre conseil d'administration, dans une composition de 12, il n'y a que 3 femmes. Donc un taux de 25% à peine. Mais je peux vous dire qu'elles sont plus souvent présentes que les messieurs. Concernant, d'une façon générale, le secteur des mines, ce qui est quand même un secteur auquel on ne s'attendrait pas à voir des femmes, on arrive à trouver dans 185 entreprises 20% de ces entreprises qui sont dirigées par des femmes. Dans le secteur du transport maritime fluvial, vous trouverez 16% de femmes chefs d'entreprise. Dans le secteur du transport routier, de fret interurbain, comme le transport de bois de sillage, le transport de bétail, transport frigorifique, les containers, déchets, la Guyane compte 105 entreprises et vous avez 11,4% de femmes qui dirigent ces entreprises. Dans le secteur du transport routier de fret, vous avez 17% de femmes. Dans le domaine de l'exploitation forestière, vous avez 9% de femmes. Et dans le secteur agricole, vous avez 12% de femmes. Alors c'est vrai que ces chiffres sont encore faibles, mais il faut reconnaître que ce sont des secteurs où on ne s'attendrait pas vraiment à voir des femmes diriger, donc les diriger. Maintenant, je voudrais vous faire part plutôt maintenant d'une expérience personnelle. Dans le document, il est précisé, à côté de mon nom, être femme et réussir à se faire entendre. Voilà. Donc, je parle bien au niveau de la sphère publique, évidemment. Au niveau de sa famille, de chez soi, chacun s'organise comme il le veut et comme il le souhaite. Donc, je suis présidente de la CPME depuis 2006. Et en 2007, le préfet nous annonce qu'il y aura une augmentation des prix du carburant de l'ordre de 30%. C'est un choc pour tout le monde parce que cela conduit à une augmentation donc, des prix de l'ordre de 30 centimes. Or, les prix sont déjà bien plus élevés sur nos territoires que partout ailleurs, que ce soit à la Martinique, que ce soit à la Guadeloupe ou en métropole.
Je décide alors, en tant que présidente de CPME, de faire des recherches sur cette formule de prix que l'on nous annonce comme étant un prix administré. Je mets 6 mois à faire mes propres recherches, à me rapprocher de spécialistes. Et au bout de 6 mois, je me tourne vers le monde économique, donc Chambre de commerce, Chambre d'agriculture, toutes les organisations professionnelles, interprofessionnelles. Et je leur annonce que ce qui nous est proposé ne peut être accepté parce que la formule qui est mise en place, elle n'est pas juste, elle n'est pas légale et elle comporte un certain nombre d'irrégularités. Ben, figurez-vous que même dans mon secteur économique, tout le monde me dit « mais non, mais ça ne sert à rien, on ne va pas t'écouter, rien ne va changer, c'est quand même l'État, ce sont les pétroliers, ils sont forts ». Voilà, donc laisse tomber, voilà, on n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir se faire entendre. Au final, c'est une association donc, de femmes, de consommateurs, qui se rapprochent de moi et qui me demandent de leur communiquer les éléments d'information que j'ai pu rassembler. Et je leur fais un soir, effectivement, une présentation à la Chambre de commerce de tous les éléments qui démontrent, qui prouvent que la formule était fausse, comportait des illégalités, irrégularités, et que surtout, ça voulait dire que l'État qui est censé, puisqu'il s'agit de prix administrés, donc contrôlés par l'État, donc que ces prix, ça veut dire que l'État ne jouait pas son rôle de contrôleur. À partir de là, vous avez dû en entendre parler, donc en 2008, pendant ce temps-là, l'augmentation des prix continue de se faire, jusqu'à ce qu'on arrive en octobre 2008. Il y a toute une délégation de la Guyane qui comprend tous les parlementaires, les politiques. Ils me demandent de les accompagner et nous faisons le tour de tous les ministères pour pouvoir leur expliquer, leur démontrer que les prix ne sont pas justes et ne peuvent rester en l'état et que surtout, économiquement parlant, ce n'est même pas supportable pour le territoire. Économiquement parlant, socialement parlant. On ne nous écoute pas et on ne nous entend pas, ni écouter, ni entendre. Nous repartons donc avec nos éléments et à partir de là, ce sont toujours ces associations de femmes qui décident de se mettre à tous les ronds-points des rues pour faire signer une pétition. Rond-point. Eh oui. Non mais voilà. Je pense que ça va vous faire vous rappeler ce qui se passe en ce moment. Donc, pour faire signer une pétition. Mais là, ce n'est que pour faire signer une pétition. Et elles arrivent à vraiment obtenir plus de 10 000 signatures. À partir de là, elles le transmettent au préfet qui, nous l'espérons, nous en tout cas le demandons, doit le remonter au niveau national pour que nous puissions obtenir gain de cause, à savoir qu'il faut que l'on arrête cette augmentation de prix, qu'il faut que l'on revienne à un prix qui soit beaucoup plus supportable. Évidemment, cela ne se fait pas. Donc, ces associations de consommateurs avec les transporteurs s'organisent et c'est ainsi que vous avez le début, vous en avez tous entendu parler, je suppose, donc des blocages en Guyane en 2008. Nous sommes en novembre 2008. Et ce qui se passe par la suite, c'est que, évidemment, je suis présidente de CPME. La CPME nationale m'appelle. Ils ont été harcelés par le gouvernement. Vous devez faire votre harpie, arrêter de bloquer la Guyane. Je dis, mais ce n'est pas moi qui fais bloquer la Guyane. Je n'amène que les éléments d'information. Tu es sûr, tu en as certaines, Joël, non, il faut que tu arrêtes. Je dis, mais je ne peux pas arrêter quelque chose, une démarche qui est juste. J'ai tous les éléments. Bon, ok, on te fait confiance. Donc, à l'époque, le ministre de l'époque me passe un coup de fil et me demande, commence à me crier dessus en me disant, mais madame, vous êtes en train de tuer votre pays, etc. et tout. Je lui réponds évidemment en haussant la voix, et il me répond, mais vous me criez dessus. J'ai dit, bah, évidemment, vous me criez dessus, je vous crie dessus.
On sait très bien que quand je vous disais que c'était une sacrée de bonne femme, la violence augmente la violence. Joël. Cela pour terminer à une séance de visioconférence où l'on trouve également le PDG de l'époque, le feu PDG de l'époque de Total, donc M. de Marjorie. Nous lui exposons, donc je leur expose les éléments, et le ministre qui se tourne vers le PDG, et lequel PDG qui lui répond « Ouais, elle a raison, mais c'est vous qui contrôlez, hein, vous ne nous avez rien dit. D'ailleurs, je ne comprends même pas que l'on puisse importer du carburant depuis l'Europe en passant par les Antilles pour venir en Guyane, etc. et tout. Puisque ce que vous devez savoir, c'est qu'auparavant, le carburant venait de la zone des Caraïbes et était transporté d'ailleurs par Total. Bien. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que je n'ai pas de diplôme spécifique dans le domaine. Je n'ai qu'un diplôme, un BTS de biochimie. Donc, rien qui me permette de dire que j'avais toute la compétence et connaissance. Mais pour vous montrer qu'une femme, lorsqu'elle a décidé de s'intéresser à un sujet, elle s'y intéresse vraiment, elle creuse le sujet, elle n'attend pas d'avoir un diplôme, une compétence, et elle va jusqu'au bout. Donc, mesdames, s'il vous plaît, continuez à faire ce que vous avez toujours fait, puisque rien que déjà être une mère, ce n'est pas si simple que ça. Gérer son foyer, ce n'est pas aussi simple que les hommes pourraient le croire, qu'on pourrait le croire même de l'extérieur. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, je ne suis pas diplômée, je ne suis pas formée à cela. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est de vouloir. Ce qui importe, c'est vraiment d'y croire, de croire en soi, et puis de croire que ce que l'on fait, c'est ce qui est pour le meilleur, le bien-être de tous. Voilà. En tout cas, merci infiniment, mesdames. Je vous disais que ce panel serait exceptionnel. Je repose ma question et qu'on en discutera tout à l'heure. Toutes ces femmes arrivent dans des pays qui sont dans des situations de transformation. Ça fait 20 ans que je regarde ce qui se passe aux Antilles-Guyane et avant c'était que des gars. Aujourd'hui, il n'y a que des femmes à la tribune et pas simplement parce que nous sommes dans un colloque de femmes. Posons-nous la question, est-ce que nous ne sommes peut-être pas les plus adaptés les plus adeptes pour faire transformer les pays? Et moi, je crois fermement à ça. Merci encore, mesdames. Et voilà, pour cette table ronde sur les femmes dans l'économie d'outre-mer, les sénateurs ont valorisé leur engagement alors qu'elles connaissent un fort taux de chômage. Des femmes pourtant plus qualifiées que les hommes et plus diplômées dans tous les territoires d'outre-mer. Elles jouent un rôle important dans certains secteurs, notamment dans l'artisanat et l'agriculture. Et durant cette table ronde, les intervenants ont demandé des mesures pour leur permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bon week-end sur les chaînes parlementaires.